L'inertie. Si elle est présente dans nombre de jeux comme Mario Kart, Forza, Monster Hunter, Elden Ring de façon plus ou moins réaliste, elle est une composante importante de la physique et parfois même au cœur de l'identité de certains jeux vidéo. Mais que se passe-t-il lorsqu'elle est réduite au minimum ? Tout d'abord, définissons l'inertie. Quand je parle d'inertie dans les jeux vidéo, je parle surtout de la perte de contrôle du joueur pendant ses déplacements, qui peut être due soit au fait qu'un mouvement va durer un certain nombre de frames et donc qu'on peut rien faire pendant ce temps-là, soit parce qu'on contrôle l'accélération du mouvement et donc pas directement sa vitesse, soit parce qu'on a un air contrôle très encadré, voire même inexistant. Et si vous vous demandez s'il y a de l'inertie dans un mouvement, j'ai une méthode très simple pour vous. Est-ce que pendant ce mouvement je peux appuyer sur une touche ? Ok, et est-ce que ça me fait bouger instantanément dans cette direction ? Si oui, bravo, y a pas d'inertie dans ce mouvement. Et oui, cette définition de l'inertie est très simpliste, mais elle va nous permettre de bien analyser le concept d'inertie, que je trouve très intéressant en tant que personne qui adore le déplacement dans les jeux vidéo, qui adore aussi la liberté qu'ils peuvent accorder, et qui veut aussi comprendre pourquoi des fois on m'en prive. Je vais évidemment faire l'impasse sur des jeux comme le premier Pokémon ou Crypt of the Necrodancer, où on se déplace case par case, car même si ça serait assez intéressant de parler de la vitesse à laquelle on traverse une case, ou de l'impact de l'obligation de devoir bouger à des fenêtres de temps très précises, je trouve que le concept d'inertie tel que je le définis, il est quand même beaucoup plus intéressant à analyser sur des jeux qui sont basés sur le mouvement. On va donc plutôt parler de jeux qui possèdent une liberté de mouvement extrêmement élevée, dans le sens où l'appui sur un bouton entraîne quasiment instantanément le mouvement d'un personnage, et que son arrêt est lui aussi quasiment instantané. Je dis quasiment, car évidemment, il n'existe pas de jeu basé sur le déplacement où l'inertie n'existe pas du tout. Même si on va voir qu'il est possible de tricher avec elle, de la contourner par moment, et même de réduire les effets à un point où chaque erreur de déplacement devient exclusivement de la faute du joueur. Et pour en parler, rien de mieux qu'un exemple. Electronic Super Joy. C'est un jeu de plateforme qui a l'air extrêmement minimaliste et, guess what, il l'est. En effet, si le jeu peut être fini d'une traite en une quarantaine de minutes, en réalité, il en faudra bien plus pour réellement appréhender chaque challenge qu'il va nous présenter. Mais bon, pour l'instant, ce qui nous intéresse vraiment dans le jeu, c'est surtout de voir comment il réussit à rendre sa palette de mouvements le plus brute possible, en enlevant le plus possible d'inertie. Car même si cette palette elle est extrêmement limitée, c'est-à-dire 2 touches pour aller à gauche et à droite, une touche de saut et une touche pour le stomp, elle est quand même assez riche pour nous permettre un platforming vraiment agréable. D'ailleurs, c'est sûrement grâce à ce minimalisme qu'on peut avoir des mouvements qui sont aussi bruts et réactifs, vu que c'est les seules mécaniques qu'on est censé devoir maîtriser, donc bon, autant les rendre agréables. Mais donc, comment on peut les rendre bruts ces mouvements ? Un truc très simple déjà, c'est de supprimer le moment un peu nul où on avance à 2 à l'heure quand on commence un mouvement. Parce que oui, c'est réaliste, on va pas faire démarrer une voiture de 0 à 100 en un claquement de doigts, ou commencer à taper des sprints à 10 mètres par seconde juste comme ça. Mais bon, là on est dans un jeu vidéo, et le but c'est justement d'aller vite maintenant. Après, évidemment, je vous parle de supprimer un moment, mais c'est pas possible. Donc ce qui a été fait dans Electronic Super Joy, c'est de mettre une accélération énorme au démarrage et au freinage de notre personnage, accompagnée d'une vitesse qui fait franchement plaisir, qui permet de parcourir masse de distance en assez peu de temps, et qui donne donc l'impression de pouvoir traverser les niveaux à toute vitesse dès qu'on a compris à peu près comment la prendre en main. Et nous offre l'occasion d'avoir des mouvements de platforming très précis, vu qu'on a des mouvements vraiment très prévisibles et contrôlables à la frame près. Et en vrai, ils ont pas mis l'accélération au maximum. Ce qui se voit en faisant un peu du speedrun. Mais ça reste assez léger, et ça nous empêche pas d'avoir l'impression de faire des déplacements à vitesse maximale de façon constante. D'ailleurs, ce qui permet d'avoir aussi peu de temps d'accélération, c'est un élément assez anecdotique, et je suis sûr que vous avez même pas pensé vu que je parle d'un jeu indé, mais c'est les graphismes du jeu, qui sont terriblement simplistes. Enfin, plus que des graphismes, c'est plutôt des animations que je veux parler. Enfin, plus que des animations... c'est plutôt de leur absence que je veux parler. Vous savez, il y a combien d'animations pour notre personnage dans ce jeu ? 20 ? Non, c'est un peu beaucoup, on n'a pas tant d'actions que ça. 10 ? Vous pensez qu'il y avait des transitions entre les différents mouvements ou qu'il y avait même plusieurs phases dans un mouvement ? Non, vraiment pas. 5 ? Non, il y a encore trop de budget là. Bon, je vais vous le dire. 3. Oui, 3. Il y a que 3 animations pour notre perso dans ce jeu. Et je pense franchement que c'est une grande de ses forces. Parce que y a pas d'animation entre l'idole et la marche, y a pas d'animation de préparation du saut, ni même pour la partie ascendante du saut, y a pas d'animation pour démarrer le stomp, y a pas d'animation pour restart au dernier checkpoint, ou même pour redémarrer le niveau. Non, y a vraiment rien de tout ça. Et donc, qu'un des mouvements qui ont pas d'animation par frame 1. Donc vous appuyez sur la touche, et paf, vous l'avez votre mouvement.
Et le truc, c'est que les animations qui restent peuvent littéralement pas entraver vos mouvements. Et elles sont même parfois nécessaires pour vous donner des informations sur votre état. Parce que bon, l'animation de marche, c'est vraiment celle qui est obligatoire pour pas avoir l'impression de jouer un PNG. Celle descendante, elle vous sert à savoir quand vous avez activé le nuancier de saut. Et celle d'arrivée des stompes, en vrai, je sais pas, le def il s'est tapé un kiff, elle est pas nécessaire, hein, mais elle coûte rien. Et elle se cancelle dès que vous faites un mouvement, donc ça change rien. Et le pire, c'est que le jeu il déborde d'animations de tous les types, que ça soit les étoiles, les checkpoints de fin, les backgrounds qui ont de la parallaxe, et des éléments en 3D, et parfois même des mouvements de caméra. C'est plein d'éléments qui donnent de la vie et qui ont absolument aucun impact direct sur le gameplay, hein, à part le fait que parfois ça puisse vous déconcentrer. Mais donc, je sais pas vraiment si c'est une idée de game design vraiment réfléchie ou juste de la flemme, mais le fait qu'il n'y ait même pas une frame de transition pour sauter ou stomp, ça rend les contrôles vraiment réactifs, et ça permet d'enchaîner vos mouvements de façon vraiment fluide aussi. D'ailleurs, je vous parle depuis tout à l'heure du nuancier de saut et du stomp, mais je vous ai jamais expliqué ce que c'est exactement. Du coup, on va commencer par ce que j'appelle le nuancier de saut. Le terme peut paraître un peu bizarre, d'ailleurs personne n'utilise sur internet, mais je trouve qu'il représente bien ce qu'il veut dire, parce que l'idée c'est de dire que notre saut, il a une hauteur variable comparé à des jeux où il est de hauteur fixe comme Lies of P ou Palworld, ou même à Smash Bros où il y a deux hauteurs de saut, le short hop et le vrai saut, mais que du coup ces deux hauteurs de saut elles sont vraiment fixées, vu qu'on doit faire des inputs à un timing très précis pour faire un short hop. Le principe du nuancier de saut du coup, c'est très simple, hein. Déjà, pour faire un saut, on appuie sur la touche de saut, et tant qu'on reste appuyé sur cette touche, on monte, jusqu'à la hauteur max du saut évidemment. Mais dès qu'on arrête d'appuyer, on redescend direct. Et on peut se dire que c'est pas un truc giga important, hein, mais en vrai, ça donne un contrôle de fou sur nos sauts. Par exemple dans ce niveau là justement, vous pensez vraiment que je pourrais virevolter comme un débilu si j'étais obligé de faire un saut entier? Perso, moi je pense pas, vu le plafond de missiles que j'ai au-dessus de moi. Mais hors esquive de ces putains de missiles, ça permet aussi de changer la longueur d'un saut juste en relâchant la touche de saut, au lieu de devoir s'arrêter d'aller à droite. Et pour avoir essayé de speedrunner le jeu, c'est vraiment trop jouissif de faire un niveau où on a le doigt vissé sur la flèche de droite, et où on a la pression d'appuyer juste le temps qu'il faut sur la touche de saut. Mais heureusement, savoir gérer le nuancier de saut, ça facilite la vie mais c'est pas vraiment obligatoire. Et ça, c'est parce qu'on a un air control qui est vraiment au poil dans ce jeu. L'air control, comme son nom l'indique, c'est la capacité qu'a le joueur de contrôler son personnage dans les airs. Et si, comme pour le nuancier de saut, ça peut sembler être un peu du chipotage, en vrai, c'est une mécanique qui joue énormément dans les sensations d'un jeu, et qui change énormément le level design d'un jeu aussi. Parce que oui, si Electronic Superjoy a choisi la solution de facilité qui est d'avoir littéralement le même contrôle horizontal de notre personnage que quand il est à terre, c'est pas forcément le cas de tous les autres jeux. Oui, les gens quand ils sautent, ils font pas des demi-tours dans les airs random, ils attendent bien gentiment de retomber sur le sol pour recommencer à faire des trucs. Après, on va comparer ce qui est comparable, hein. Electronic Superjoy c'est quand même un jeu de plateforme. Et, à part littéralement Ghouls and Ghosts, ou des jeux où la mécanique de saut est au cœur du gameplay comme Jump King ou Moe Stray, y a généralement un minimum d'air control dans ce genre de jeu. Même si, en vrai, il est généralement pas aussi poussé que dans Electronic Superjoy. Par exemple, si j'affectionne tout particulièrement la physique de Metroid Dread en partie pour cette raison, quand on regarde un peu en arrière du côté de Super Metroid, c'est pas la même, hein. Même sans parler d'inertie au sol, on a déjà pas la même vitesse max quand on est dans les airs, et ça donne un air control qui a l'air beaucoup moins réactif que si ces deux vitesses étaient égales. Et c'est même pas un truc qui existe juste dans les anciens jeux, hein. Les jeux Mario 2D en général par exemple, que ça soit Super Mario Wonder ou Super Mario World, ils ont tous une physique différente dans les airs ou au sol, et c'est sûrement un peu parce que le but du jeu c'est d'accumuler de l'inertie pendant le platforming. Mais donc, si dans Electronic Superjoy on a un air control aussi réactif que quand on est au sol, sauter ça nous donne aussi une autre capacité qui est sûrement la plus intéressante en termes d'inertie, et je parle du stomp. Et oui, comme on dit, il faut garder le meilleur pour la fin, et le meilleur c'est très clairement le stomp, hein, parce que c'est la mécanique qui permet de nous donner vraiment le plus de liberté. Parce qu'avoir de l'air control c'est bien, et préparer la hauteur de son saut aussi d'ailleurs, mais il y a toujours un moment où on a un peu foiré notre saut, et où on n'a vraiment pas le temps d'attendre de redescendre. Et à ce moment-là, au lieu de se faire chier ou d'avoir peur qu'un autoscroller nous fume, on peut direct redescendre avec le stomp. Et oui, le stomp c'est ni plus ni moins qu'une charge au sol, mais c'est pas n'importe quelle charge au sol. Déjà, juste en termes d'input, il y avait deux choix possibles. Utiliser une touche dédiée, ou utiliser la flèche du bas plus la touche de saut. Bon, il y a 3 actions dans le jeu, hein. C'est bouger, sauter et stomp, donc je veux bien qu'on soit dans un jeu minimaliste, mais au bout d'un moment, il y a quand même une limite, et Electronic Superjoy a donc choisi d'avoir un bouton dédié au stomp. En même temps, le stomp c'est un truc qu'on peut enchaîner avec des sauts, donc le mettre sur la même touche que le saut, ça aurait détruit quelques mains, je pense. En plus,
Ça permet de dédier sa main droite uniquement à des inputs directionnels, donc on fait une bonne séparation des tâches, ça permet d'être un peu plus agile. Ce qui rend ce stomp différent d'une charge au sol classique, c'est qu'il est instantané. Il suffit d'appuyer sur la touche et paf, on est directement sur le sol. Et c'est à la fois ce qui le rend extrêmement jouissif, mais qui fait aussi qu'il remplace pas la mécanique du nuancier de saut, vu qu'il permet juste de réparer quelques erreurs de timing si jamais on a raté un saut. Parce que si je fais des éloges du stomp, c'est pas pour que vous l'utilisiez tout le temps. Ce jeu, il est vraiment rempli de trous, et stomp au-dessus d'un trou, c'est comme stomp au-dessus du sol, vous allez le plus bas possible, donc vous tombez dedans. Enfin, pas forcément. Regardez ces trucs-là, oui, juste là. Et non, c'est pas des plateformes, c'est plutôt ce que j'appelle des bumpers. Et en vrai, c'est des trampolines. Leur principe, il est vraiment simple. Si vous atterrissez dessus, vous êtes propulsé en l'air direct, pas le choix. Et d'ailleurs, je leur ai donné un nom générique parce qu'il y en a deux types. Les étoiles, elles sont sympas. Elles restent une fois que vous avez rebondi dessus. Contrairement aux flèches qui peuvent pas s'empêcher de disparaître après vous avoir aidé. Mais donc, ces plateformes, on peut évidemment leur stomp dessus. Sauf que si normalement l'endroit où vous êtes propulsé ça dépend d'où vous atterrissez, avec le stomp c'est pas le cas. Peu importe où vous êtes, le stomp il va vous recentrer au milieu du bumper. Et c'est pas la seule particularité qu'a le stomp avec les bumpers, parce que si rebondir avec une étoile ça vous fait monter extrêmement haut et rebondir avec une flèche, bon, pas énormément, avec le stomp, on rebondit tout le temps de la même façon, et c'est un peu entre les deux boosts. Et bon, j'ai présenté le stomp comme LA mécanique de déplacement ultime, qui permet de faire des shenanigans avec des bumpers, qui permet de rattraper des sauts pourris et qui fait même le café. Mais la vérité, c'est que le stomp, c'est avant tout une arme. Et ouais, dans ce monde, c'est tuer ou être tué. Et les monstres, ils hésiteront pas à vous tuer. Donc faut pas avoir de scrupules à utiliser le stomp. En plus, peu importe l'ennemi, il se fera one-shot par un stomp bien placé. Que ce soit un missile, un truc rampant nul ou un truc random qui vole. Donc faut vraiment pas hésiter à l'utiliser. Mais bon. Heureusement pour les missiles et les autres ennemis volants, quand vous faites un stomp sur un ennemi, c'est pas comme dans Mario. Vous êtes quand même propulsé au sol. Et donc faut quand même faire gaffe à pas stomp un ennemi au-dessus du vide. En vrai, je trouve que ça va bien avec le fait de pas avoir d'inertie dans les mouvements. Ennemi ou pas, le stomp ça fait descendre giga vite, point. Et si ça peut rendre la mécanique un peu moins broken contre les ennemis, en vrai c'est tant mieux. Et bon. Avoir des mouvements comme ça qui ont qu'une inertie, c'est bien, mais il faut que le jeu il soit adapté à ça. Parce que, comme disait un grand sage, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais vous inquiétez pas, les responsabilités, vous en avez, ça c'est sûr. Parce que, oui, ce jeu est dur, ce jeu est même très dur si vous n'êtes pas un pro des jeux de plateforme 2D. Et s'il est dur, c'est évidemment grâce à son game design qui est rempli d'éléments simples, mais pourtant extrêmement efficaces. Et y a pas plus simple comme élément de game design qu'un autoscroller, non ? En effet, qui dit jeu de plateforme dit autoscroller. Enfin, c'est plutôt le seul genre de jeu où j'en ai vu. Mais bon, quand on pense à un autoscroller, on pense à un truc lent qui nous laisse un peu le temps de souffler. Et dans Electronic Super Joy, il y en a des autoscrollers pour mamie, mais il y en a aussi qui vous forcent à traverser l'écran à toute vitesse. Et c'est même pas parce qu'il se déplace vite, non ? Il y a un autoscroller, il vous regarde et il vous dit « Bon, mon petit pote, si tu veux passer maintenant, va falloir faire demi-tour, aller le plus vite possible de l'autre côté de l'écran, puis passer dans un portail qui te téléporte au milieu de l'écran parce que ta gueule, et j'espère que t'aimes bien tomber parce qu'ensuite il y a des mini-plateformes qui sont espacées pile assez pour que tu doives toutes les atteindre, et pile assez peu pour que si tu sautes bien sur toutes les plateformes en faisant juste des sauts normaux, je te collerai au cul jusqu'à la fin du niveau. Tu sais, c'est là où tu fais que sauter juste au-dessus du vide. Et le jeu, il n'hésite vraiment pas à utiliser ces autoscrollers pour vous mettre une pression de débile, surtout pendant les combats de boss. Mais non, si le jeu vous mettait des autoscrollers juste pour vous pousser à avancer, ça serait trop simple. Non. Il va aussi s'en servir pour vous coincer dans des niveaux où c'est la guerre. Et où vous ralentir, ça vous force à faire aussi des esquives à la Naruto contre tous les ennemis qui veulent vous détruire. Parce que ouais, en vrai ce qui rend les autoscrollers lents difficiles, c'est pas le fait qu'ils soient lents, mais c'est le fait qu'ils vous laissent à la merci des ennemis. Si on peut pas dire que le bestiaire du jeu il soit extrêmement varié, c'est aussi ce qui fait un peu sa force. En effet, dans ce jeu, vous n'avez pas barre de vie ou truc du genre, non, vous touchez un ennemi et c'est retour au checkpoint. Basique, simple. Et le design en lui-même des monstres, il est pas spécialement plus complexe. On a ceux que j'appelle les Goombas parce qu'ils font des petits mouvements de gauche à droite en faisant pas grand chose de leur vie. On a les mêmes qui volent, parce que pourquoi pas. On a des grenouilles qui crachent des projectiles qui vont tout droit. On a des sortes de boules de pique qui flottent dans les airs et qu'on peut traverser avec un dash. Et des lasers. Les deux seuls ennemis hors boss qui veulent vraiment vous mettre la saucisse, c'est des petits insectes qui commencent à courir dès qu'ils vous voient, et des missiles à tête chercheuse. Évidemment, certains ennemis ils ont des petites variantes, mais le concept de base il est là. Vous êtes dans un monde simple, avec des ennemis simples, mais votre vie elle sera pas simple.
Car si la difficulté de la plupart des ennemis elle est due au fait qu'ils vous one-shot et à leur placement, bah il y a aussi un type d'ennemi qui est un peu moins prévisible que les autres, en tout cas quand on commence le jeu. Et c'est bien le missile. En effet, il va venir vous chercher et il est pas là pour rigoler. Je crois bien que c'est le seul ennemi du jeu qui peut vous suivre, donc le jeu va pas hésiter à vous en lancer des dizaines, tout en vous faisant comprendre que de toute façon vous êtes moins rapide qu'eux, et puis il y a même un niveau où le but c'est d'arriver assez vite au portail d'arrivée avant que les missiles vous rattrapent. Et ils se rapprochent vraiment vite, putain. Et si avec cette description, vous pouvez vous dire que c'est l'élément le plus dur du jeu, bah vous vous trompez lourdement. Car si c'est l'ennemi le plus dur du jeu, très franchement, c'est pas ce qui vous tuera le plus. Parce que, ouais, en vrai, je pense que ce qui m'a tué le plus de fois dans ce jeu, ça reste le décor. Et par le décor, j'entends le vide. Ce jeu, il est rempli de vide, partout, tout le temps. Et au début, on se dit qu'il y a des plateformes partout, et que donc ça va. Mais ça, c'est mal connaître le développeur d'Electronic Superjoy. Parce que oui, on va en parler des plateformes, hein. Elles ont absolument aucune pitié, que ça soit dans le dernier niveau ou juste même le premier. On pourrait se dire qu'au début du jeu, elles pourraient être pas trop punitives, un peu à la Mario, où on commence avec pas beaucoup de trous dans le sol. Mais non. Si dans la première partie du premier niveau, on peut apercevoir un minimum de sol, après le premier checkpoint, c'est terminé. On retrouve quasiment que des plateformes toutes petites, et ça va continuer pendant le reste du jeu. Et le truc, c'est que les plateformes, elles sont petites, mais elles pourraient être placées à une distance naturelle l'une de l'autre, pour avoir juste besoin de rester appuyé sur le bouton de saut sans trop réfléchir. Mais non, si je fais ces parties, c'est pour vous expliquer que le jeu est dur, et qu'il veut vous forcer à utiliser ces mécaniques, donc évidemment que ça arrivera pas. Mais une fois que vous aurez masterisé vos sauts au poil, le jeu, il va venir vous chercher avec des plateformes qui sont un petit peu moins gentilles, parce qu'elles ont la sale manie de disparaître quand vous marchez dessus. Donc, si vous vous ratez, c'est terminado, on recommence. Et je comptais pas parler trop longtemps de ces plateformes parce que, c'est une plateforme qui tombe quoi, ça force juste à aller vite. Ça peut pas apporter tant de game design que ça, hein. Hein? Eh bah si. Parce que, oui, il faut aller vite, mais est-ce que je vous ai déjà parlé de mon grand et bon seigneur? J'ai nommé les autoscrollers. Et oui, on y revient. Parce que si aller le plus vite possible, au bout d'un moment, ça devient juste mécanique. Gérer le temps que va mettre une plateforme pour disparaître, c'est un tout petit peu plus complexe. Et donc, que ça soit pour attendre qu'un laser veuille bien descendre ou que mon écran avance un minimum, ça oblige à être encore plus précis sur cette jump pour éviter de trigger directement la plateforme qu'on veut avoir juste après. Mais le pire, c'est que c'est même pas la seule façon dont elles sont utilisées. Parce que si les plateformes nous empêchent de tomber, oui, c'est le but à la base, elles bloquent aussi les lasers. Et relié au fait qu'elles puissent disparaître, ça permet de nous faire un aller-retour timé et précis où on doit choisir sur quelle plateforme on va aller, tout en évitant de se faire détruire par les lasers. Mais bref, le level design, il est rempli de trucs de psychopathes, et je vous en ai même pas dévoilé la moitié. Genre, il y a plus énervé que les plateformes qui tombent, il y a les fameuses flèches qui vous font sauter quand on les touche, et qui disparaissent elles aussi. Il y a un placement d'ennemis débile qui vous force à avoir un timing au poil, parce que sinon vous pourrez pas la passer cette plateforme, et même des moments où le jeu pense que vous avez trop bien compris le jeu, et vous met un torticolis. Et on parle pas de géométrie dash qui vous met la tête à l'envers, non. Mange bien ta rotation à 90 degrés qui arrive pendant que tu descends une tour, et un niveau entier où la caméra elle tourne en continu, parce que... c'était trop simple. Et on va pas parler d'Electronic Superjoy 2 parce que sinon je vais devoir rejouer au niveau en 3D et je veux comme une Sudoku. Mais donc oui, le jeu est vraiment dur et a un level design de psychopathe. Et vous pouvez penser que depuis tout à l'heure je fais que de m'en plaindre, mais en vrai non, je le trouve trop bien ce game design et ce qui permet d'en profiter, c'est le fait qu'on ait un contrôle quasi absolu de notre perso. Et quoi de mieux pour ça qu'un exemple sous la forme d'un niveau entier qui m'a fait m'arracher les cheveux. Slow Dance. Ce niveau porte très bien son nom. Vous voyez tout à l'heure quand j'ai dit que les missiles c'était l'ennemi le plus dur du jeu? Ce niveau c'est littéralement esquive des missiles. Point. Mais heureusement on peut courir pour esquiver les missiles, hein. Hein? Justement, si j'ai pris ce niveau en exemple, c'est parce que c'est un autoscroller. Et un autoscroller bien lent en plus, hein. Vous restez entouré de missiles pendant les 17 secondes au minimum que ce niveau veut bien que vous surmontiez. Mais bon, 17 secondes c'est court, hein. Regardez. Et j'ai même pris le temps de flex sur les missiles. Vous voulez savoir c'est quoi le pire? J'ai pris que 5 prises pour faire ça. Alors que quand on connaît pas le jeu, juste passer en jouant normalement au jeu, ça peut vous prendre au moins 1 heure. D'ailleurs, si je disais que le niveau portait bien son nom, j'ai préféré vous le montrer parce que la danse elle vient certes des missiles, mais elle vient aussi surtout du personnage. Et j'ai pas esquivé les missiles comme ça juste pour flex, non, je l'ai fait aussi pour manipuler le comportement des missiles.
Car oui, à force de se battre en boucle contre des missiles, on finit par comprendre comment ils tournent, à quelle vitesse ils vont, à quel point ils réagissent vite, et surtout on finit par comprendre l'influence qu'on a sur eux. Et je vois déjà les petits malins qui vont me dire que j'aurais pu tomber sur les missiles. Et bah oui, c'est comme ça que t'es censé passer le niveau, mais c'est pas forcément comme ça qu'on le passe quand on commence à jouer. Parce que faut pas oublier, le niveau il s'appelle Slow Dance. Et que même si quand on voit les missiles on se dit qu'il faut les tuer, bah dans le niveau d'avant on a vu que les fuir c'était pas si difficile que ça. Et que parfois c'était même la meilleure solution, donc les esquiver ici c'est pas complètement déconnant. Et puis, si les missiles ils arrivaient que sur les côtés ça irait, mais ils viennent aussi d'en bas, et parfois même ils se suivent, donc stomp un des missiles ça veut dire se prendre l'autre. Ou si on a un peu de chance, réagir à la frame près pour l'esquiver, mais comptez pas sur ça. Pour éviter cette situation, il n'y a pas 36 solutions. Il faut esquiver les missiles du bas tout en essayant d'influencer les autres pour pas qu'ils vous mettent dans des situations impossibles. Et le truc, c'est que ce genre de difficulté, ça peut être vraiment frustrant au début. Parce qu'on le voit ce qu'il faut faire, mais qu'on n'est pas encore assez capable de maîtriser les mécaniques du jeu. Et ça, c'est juste pour un jeu où il n'y a pas d'accélération, pas de mouvements qui mettent du temps à se faire, et pas d'animation dans lesquelles on reste bloqué. Mais vous imaginez ce que ça ferait si on avait? Moi perso j'ai pas envie. Heureusement, cette difficulté elle se maîtrise. Et c'est justement quand on se rend compte qu'on a un contrôle absolu de notre personnage qu'on peut se dire qu'on peut la maîtriser. Et rien de mieux pour ça que de revenir au début du jeu, au moment où on est censé rien connaître. Parce que, franchement, si au début on peut avoir l'impression que le jeu il veut juste nous détruire psychologiquement, en vrai il prend quand même relativement soin de nous en nous faisant des petits tricks. Et ça, on va le voir avec les premiers niveaux du jeu. Bon, en termes de premier niveau, c'est simple, hein. On explique c'est quoi les commandes, on peut tuer les ennemis, bla bla bla, il y a des mini-trous, mais c'est pas vraiment violent. Le deuxième niveau, en vrai, on sent déjà qu'on est dans un Die and Retry, il y a des grands trous dans le vide et certaines plateformes qui sont un peu petites, mais bon, rien d'insurmontable encore. Mais bref, les niveaux qui m'intéressent, c'est à partir du niveau 3. Bon, on commence autoscroller, c'est nouveau ça, faut sûrement appuyer sur droite le plus vite possible. Hein. Ah, bon, peut-être pas, ça m'a fait tomber. Bon, au moins le checkpoint il est à côté. Ah mais elles sont giga ces étoiles, je sais pas c'est quoi la distance. Bon, on va essayer de se laisser tomber. Ah attends, c'est ça la distance entre deux étoiles? Ok, deuxième checkpoint. Ok bon, c'est quoi ça? Ok, c'est un portail. Et troisième checkpoint. Attends, je peux l'avoir ce portail hein. Je peux l'avoir hein. Bon ok, je peux pas. Mais comment on fait pour y aller du coup? Ah, ok, c'est le portail d'en dessous, mais... Enfin... Déjà, faut faire un demi-tour, mais en plus, je suis sûr que l'autoscroller, il va beaucoup trop vite. Ah. Bon, allez, on se dépêche. Hop. Oh, mais... Je sais pas faire des sauts de précision, c'est le troisième niveau, putain. Ok. Je sens que cette grenouille va me casser les couilles, mais... Laisse-moi passer. Ah. Bon, allez, on se dépêche. En vrai, les sauts, c'était pas trop dur. Il me mène direct sur la plateforme. Ok, faut peut-être s'arrêter de bouger à droite des fois. Ok, et on attend qu'elle tire. Là, let's go, let's go, let's go, let's go. Ok. Et bon, je m'arrête là, mais je pense que vous avez l'idée. Ce niveau, il vous balance tellement d'infos à la gueule tout en utilisant son autoscroller que franchement, ça m'étonnerait pas que ce niveau soit un filtre à débutants. Et je sais même pas parler de la moitié du niveau, hein. Ce jeu veut vraiment vous faire pleurer du sang. Mais bon, une fois ce niveau passé, ceux d'après sont beaucoup moins violents. Par exemple le suivant, qui ok c'est un stromboscope, mais qui a un layout franchement très faisable. Ou même le niveau d'après, qui ressemble littéralement à notre niveau de l'enfer, mais en moins long, avec moins de nouvelles mécaniques à apprendre, moins de retour en arrière, et donc plus de temps pour faire ses actions. Et on peut se dire que c'est un peu con de mettre le troisième niveau le plus dur du monde 1 au début, mais en vrai, je trouve que c'est une idée de génie. Parce que ouais, si on n'a pas abandonné le jeu, ce niveau c'est vraiment un challenge. Il apprend plein de mécaniques, typiquement il force l'introduction du nuancier de saut, ou du stomp si on veut être plus bourrin. Il montre ce que font les portails, la différence entre les étoiles et les flèches, la distance max qu'on peut faire entre deux étoiles. Franchement c'est un bijou de level design. Et ce qui se passe quand on a fini le niveau, en plus d'être crevé, c'est que les niveaux d'après, ils nous paraissent toujours un peu durs, mais franchement on y avance beaucoup plus vite. On arrive à faire un checkpoint en moins de 3 minutes, on a moins l'impression que l'autoscroller va nous manger, on est beaucoup plus reposé et confiant que si la courbe de difficulté était strictement croissante. Et je pense sincèrement que ça aide à se confronter aux autres murs du jeu. Parce que oui, il y en a. Et en vrai, un truc qu'on sous-estime vachement dans le jeu, mais qui fait au final qu'on se sent pas trop mal quand on tombe pour la 46e fois, c'est le fait que les checkpoints ils sont vraiment partout. Ce qu'il y a entre les checkpoints, ok c'est vraiment galère, hein, mais en vrai à chaque fois, il faut juste arriver à faire un effort et paf, on tombe sur le checkpoint. En tout cas dans les premiers niveaux. Un autre truc important aussi, c'est qu'il y a un bouton pour redémarrer direct au dernier checkpoint dès qu'on veut. Et franchement, je compte plus le nombre de jeux de plateforme avec des parties Die and Retry où on doit attendre 1 seconde pour y apparaître.
Comment ça, c'est court 1 seconde? Oui, dans la vie, c'est court 1 seconde, mais... Quand j'ai envie de faire un truc important, toutes les 3 secondes, c'est quand même vachement long. Mais donc, si l'apprentissage du jeu est rude, une fois qu'il est terminé, on a vraiment l'impression d'être le maître du jeu. D'ailleurs, je vais prendre mon propre exemple, vu que j'ai essayé de speedrun le jeu justement pour cette raison. Quand on essaie vraiment d'aller vite dans le jeu, on finit par se rendre compte qu'au bout d'un moment, il n'y a qu'un truc à faire sur les niveaux normaux, c'est d'aller à droite. Et du coup, le but, ça devient d'arriver à appuyer au bon moment sur la touche de saut pour jouer avec le nuancier, et avoir juste à rester appuyé sur droite, mais sans jamais tomber des plateformes. Évidemment, des fois on est obligé d'aller à gauche, ou même de ralentir, mais... Disons que, quand je cours dans le jeu, j'ai vraiment l'impression de pouvoir avoir un chemin optimal assez facilement, à tel point qu'on finit même par avoir ce que j'appelle un chemin magique. Oui, le nom il est très enfantin, mais franchement, ça représente trop bien ce que ça veut dire. Parce que le truc, c'est que les niveaux ils sont déterministes et que les mouvements de mon perso ils sont très facilement analysables et prédictibles. Le saut il a toujours la même courbe, si je dois réagir dans n'importe quelle direction, j'ai une option qui peut venir frame 1, et c'est pas quelques millisecondes de différence sur un input qui vont drastiquement changer le comportement global de mon perso, j'ai quasiment pas de dépendance temporelle entre mes actions. Mais du coup, il y a des niveaux où j'ai ce fameux chemin magique, genre là, je dois sauter tant que le monstre n'a pas lancé son missile, parce que sans ça, il le lance à droite et je meurs. Là, j'attends le laser, paf, direct j'avance, je fais un avant-arrière pour esquiver ce missile, et là, j'ai pile le temps pour avancer de 2 rangées. Ouf. Mais en niveau, il y a aussi celui-là, où je dois faire une mini chorégraphie pour passer les premiers obstacles, mais où ensuite, je dois relâcher la touche de saut et la touche de droite quasi en alternance. Et ça me donne vraiment l'impression de maîtriser mes timings, même pas par habitude, mais justement parce qu'au moment où je donne ma direction, mon personnage, il y va. Et ce genre de chemin, ils existent aussi dans des jeux avec beaucoup d'inertie, hein. C'est même généralement la base dans les speedruns. Mais le truc, c'est qu'en général, ils se créent après beaucoup d'apprentissage, et surtout, une fois créés, il faut les connaître ou s'en rappeler, et que du coup, ils laissent moins de liberté dans les mouvements que dans Electronic Super Joy. Parce que oui, si j'ai envie de me faire un chemin magique, je lance un niveau et je spamme le début. C'est assez facile de se rendre compte de la position des plateformes, de la position des ennemis, des possibilités du personnage, et du coup, la seule difficulté, c'est de trouver les timings de saut et de stomp, voire même du nuancier. Et ça me donne mon chemin magique qui sort pas de ma mémoire, mais que je viens de créer avec ma maîtrise de mes contrôles. Et oui, je mélange un peu les bénéfices du manque d'inertie avec ceux de la maîtrise des contrôles, mais en même temps... y'a que ça à faire dans le jeu, maîtriser les contrôles. Et le fait qu'ils aient quasiment pas d'accélération ni d'inertie, ça permet d'avoir un feedback instantané et vraiment très simple. Et un truc important quand on a maîtrisé les contrôles, c'est qu'on voit assez facilement notre progression dans le jeu. Le jeu il est divisé en niveaux, et donc quand on commence une session de jeu, il nous montre une liste de tous ceux qu'on a réussi. Et on peut choisir de retourner dans les niveaux précédents si on veut, juste pour le fun, mais aussi pour avoir un objectif en particulier. Des étoiles. Parce que oui, si quand on joue et qu'on change de niveau, il y a tout qui avance vite et qu'on se rend pas forcément compte qu'on avance dans les niveaux et qu'on rate des secrets, quand on est sur l'écran de sélection des niveaux, on voit déjà tous les niveaux qu'on a fait, mais aussi qu'il y a des étoiles qu'on n'a pas ramassées. Et ça donne envie d'y retourner. Il n'y a pas toutes les étoiles qui sont cachées évidemment, même la plupart sont assez visibles, mais je pense par exemple à celle de ce niveau, où je pense pas que tout le monde ait testé tous les conduits avant de passer au niveau suivant par exemple. Mais donc... Le fait d'aller rechercher les étoiles dans un niveau qu'on a déjà fait, c'est vraiment une bonne technique pour nous faire refaire des niveaux. Et le truc, c'est qu'en les refaisant, on peut vraiment se rendre compte d'à quel point on a progressé sur le jeu. Et y a rien qui le montre plus que les autoscrollers de l'enfer. Je vais revenir un peu sur le niveau 3 un instant. En vrai, il est pas si dur que ça. J'aurais même plutôt tendance à dire que c'est un niveau basé sur la connaissance. Bah oui, tout à l'heure je vous ai submergé d'infos par rapport au portail, au saut, au retour en arrière et tout ça, et... C'était bien pour vous faire ressentir ce que ça donne du point de vue d'un débutant. Il y a trop de mécaniques à apprendre, il y a trop de nouveaux éléments, trop de timing serré à découvrir. Bref, le niveau il vous submerge. Mais bon, une fois que vous avez tout compris, qu'est-ce qui vous empêche de courir à droite? L'autoscroller, c'est de la gnognotte, on va 1,5 fois plus vite que lui. La grenouille, faut juste attendre un peu, et pour la plateforme d'après, faut juste pas stresser, vous allez arriver à la passer. Quand on a compris ça, l'autoscroller qui nous faisait peur au début, en vrai, il devient juste un indicateur. L'indicateur que vous êtes devenu vraiment fort au jeu, parce que c'est plus lui qui vous colle, c'est vous qui le collez. Il est même tellement lent que vous pouvez le forcer à accélérer quand vous êtes à droite, et même quand il décide de vous renvoyer au milieu de l'écran. Vous arrivez à retourner à droite avant même la fin du niveau. Parce que maintenant vous le gérez le nuancier, parce que maintenant vous le gérez le stomp, parce que votre index il est collé à la glu à votre flèche de droite, et que, franchement un petit retour en arrière ça vous fait plus vraiment peur à ce stade-là. Et je prends cet exemple parce que j'ai forcé dessus dans les autres parties, mais c'est la même chose pour Slowdance, c'est la même chose pour le niveau juste avant Slowdance, où on doit se battre contre des plateformes qui tombent, c'est la même chose pour les combats de boss, et
Finalement, c'est un peu la même chose pour la plupart des niveaux du jeu. Dès qu'on revient sur un niveau qu'on a déjà fini, on voit direct à quel point on a progressé rien qu'en le refaisant. Et mine de rien, est-ce que ce jeu il aurait été aussi satisfaisant à maîtriser s'il se reposait sur des mécaniques qui ont beaucoup d'inertie? Peut-être pour plein de gens en soi. Parce que avoir un contrôle extrêmement brut et précis de notre perso, ça permet d'enlever la marge d'erreur qui permettait de rendre le jeu un peu plus digeste. Marge d'erreur qui nous fait dire que putain, mais c'est la faute du jeu là, ça casse les couilles, pourquoi mon perso il fait pas ce que je veux? Et en vrai, c'est un peu con ce que je vais dire, mais rager sur un jeu qui a une physique pas intuitivement prédictible, bah c'est simple. On sait pas forcément où est la limite entre notre contrôle et l'inertie accumulée par notre perso. Donc c'est pas forcément de notre faute. Et puis, on savait ce qu'il fallait faire, mais le jeu nous a bloqué dans une animation. Alors que, dans Electronic Super Joy et les jeux sans inertie, bah ce qui nous arrive c'est qu'en général le fautif c'est nous. Genre, là j'aurais dû attendre que le monstre tire son missile avant d'essayer de lui sauter dessus. Là j'aurais dû essayer de sauter un peu plus tôt au lieu de grid, et là ok l'autoscroller il est un peu galère, mais si j'avais pas essayé de sauter vers la gauche, j'aurais réussi. Et une partie de la raison pourquoi j'aime tant ce jeu, c'est ça. Tout comme pour Hollow Knight, tout Luna Knight et toute la panoplie des Die and Retry Hardcore inspirés par I Wanna Be The Guy. Mais du coup, le problème des autres jeux, c'est qu'à cause de l'inertie, je suis obligé de prévoir tous mes mouvements. Mais pas en me disant que pour aller sur le rail, je peux juste me mettre au-dessus et que ça va pouvoir me faire redescendre verticalement, ou en pensant naïvement que dès que je serai sorti du ventilateur, j'aurai juste à me placer au-dessus du prochain rail, non? Mais plutôt en me disant que, bah, si je veux tomber sur ce rail, je vais devoir arrêter d'avancer un peu avant d'être au-dessus de lui, et que si je veux pouvoir monter ici de façon assez correcte, bah je vais devoir préparer mon saut dans ce putain de ventilo, parce qu'il réduit vraiment trop mon air control. Je pense que c'est vraiment ça qui résume pourquoi j'aime si peu le concept d'inertie. Et voir un jeu comme Electronic Super Joy réussir à réduire son impact au minimum, c'est vraiment trop plaisant à voir, trop plaisant à jouer et trop plaisant à maîtriser. Et bon, je pense avoir fait le tour d'Electronic Super Joy. Je pense qu'il vous a assez fait comprendre ce que donne l'expérience d'un jeu qui a quasiment pas d'inertie. Et franchement, en tant que joueur de jeux de plateforme, j'en ai littéralement 50 dans ma bibliothèque Steam, bah c'est assez rare d'en trouver qui jouent pas trop sur la gestion de l'inertie pour vous mettre des bâtons dans les roues. Genre, de mémoire, je vois que Cuphead, Hollow Knight, Ninja Senki DX et tout Luna Knight qui ont une gestion assez similaire de l'inertie. Et c'est pas que j'aime pas les 45 autres, hein, y a très clairement la moitié du top 10 de mes jeux préférés sur votre écran actuellement. Mais faut croire que c'est vraiment pas commun dans les jeux de plateforme d'enlever l'inertie. Mais heureusement, y a pas que les jeux de plateforme dans la vie. Et y a d'autres genres de jeux où c'est possible d'avoir un contrôle précis et net de son personnage. Ah mais, vous êtes encore là? En vrai, j'espère que ça vous a plu. Bon, j'imagine que si vous êtes là, c'est que ça vous a un minimum plu, ou alors que vous allez m'enculer dans les commentaires. Bon, ça c'est une question. Mais bon, bref, content de voir que j'ai enfin sorti cette vidéo, ça faisait 5 mois que je la prépare. Et bah je prépare une partie 2, une partie 3, je l'ai pas mis dans le titre parce que bon, ça sert à rien de faire une attente comme ça. Mais c'est le premier jet d'une série de 3 vidéos qui était à la base une seule vidéo entière. Qui aurait duré 2h30 littéralement parce que je viens de finir d'écrire la partie 2 et elle dure 1h15 sans la conclusion. Donc ça aurait été vraiment trop long à sortir. Puis en plus finir cette première partie ça m'a pris 2-3 trucs au montage. Donc je devrais avoir un rythme de montage quand même un peu plus rapide, j'espère, putain. Et bah en vrai, vu que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, hein. Je sortirai pas des vidéos tous les jours parce que je prévois pas d'en vivre, mais je préfère mettre autant de temps et de qualité qu'il en faut dans ma vidéo que de la rusher. Donc voilà. Change the world. My final message. Goodbye.